Donc on va vous proposer une première analyse en fait des évaluations CP, quel bilan faire de nos évaluations et aussi quelle riposte en septembre parce qu'il y a eu des sanctions qui ont été faites dans différents départements, notamment des retraits sur salaire ou des inspecteurs-inspectrices qui ont suggéré que les enseignants n'ayant pas fait passer les évaluations n'aient pas les postes en CP et en C1 cette année. On va discuter de ça aujourd'hui et pour ce faire on a invité Monsieur Gorille à notre table. Donc moi je m'appelle Émilie Sazdi, je suis professeur des écoles. Je vous laisse vous présenter. Roland Gorille, donc je suis psychanalyste, personne n'étant parfait, et professeur honoraire de psychopathologie à l'université d'Aix-Marseille et initiateur de l'Appel des Appels, qui est un collectif dont vous avez sans doute entendu parler et qui a beaucoup travaillé sur la question de l'évaluation, parce qu'il y a eu un livre, La folie l'évaluation, et un deuxième, La vie derrière les grilles d'évaluation, bien sûr. Et donc moi, je suis Maxime Winigène, je suis directeur dans une école élémentaire sur Trappes, qui a eu droit à un petit peu de pression de la part de l'inspectrice sur ces sujets d'évaluation qui n'ont pas été passés, puisque aucun collègue de CP n'a fait passer la deuxième vague d'évaluation qui se passe en février. Et donc je vais animer avec Émilie l'atelier. Un peu plus fort. Non, devant nous. D'accord. Alors vu que c'est un débat versé, on voulait vous demander en tout premier lieu ce que vous étiez venu chercher sur cet atelier. Est-ce que vous avez des questions? Comme ça, je note vos questions et on pourra y répondre en fait sur la partie débat. Dans un premier temps, on va vous passer des exercices qui sont dans le livret CP en fait, de nos élèves en septembre, pour que vous voyez ceux qui n'ont pas eu de CP à peu près les exercices qui est demandé à nos élèves. Puis après, on fera un débat inversé qui partira de vos questions. Le but, voilà, c'est d'engager une riposte à la rentrée. Donc, est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui? Tiens. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, pas du tout. Puisqu'il m'a montré. S'il y a quelqu'un qui devrait être là pour... Il m'a montré, mais là ça devrait marcher, je pense, parce qu'il y a la lumière qui s'est allumée. Oui, mais non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà une question, qui est venu chercher quelque chose en particulier, une interrogation? Il m'a montré. Non. On va faire la mise en pratique tout de suite. Ouais, quelqu'un l'avait coupé en fait. Donc en fait, Émilie va vous faire passer 2 ou 3 feuilles, parce qu'on n'a pas pu faire des recto verso partout. Ce sont en fait des exercices tirés des livrets de CP pour les évaluations. On va vous les faire passer. Donc évidemment, on a choisi les exercices qui ont posé problème à nos élèves, qui ont fait polémique, et on va vous montrer pourquoi. On va vous les faire passer exactement dans les conditions que les ont passées nos élèves. Donc vous allez peut-être être choqués, il y a de quoi. Donc peut-être tout le monde aura une feuille, on commencera, je vous passerai les consignes. C'est celui qui a écrit exercice 1, et vous avez des lignes de lettres. Donc sur la première ligne, normalement vous avez 5 lettres, d'accord? Donc je vais vous demander, par commencer, à mettre votre doigt sur la ligne où il y a le rond blanc. Voilà. Il y a donc 5 lettres. Le P, le B, le D, le A et le Q. Je vais vous demander d'entourer la lettre qui correspond au son que vous entendez au début du mot bulle. Vous avez 10 secondes. Top. Stop. Vous laissez, vous passez à la ligne d'en dessous. Donc vous mettez votre doigt sur la ligne où il y a une flèche noire. Vous avez là aussi 5 lettres qui sont exactement les mêmes, le P, le B, le D, le A et le Q. Je vous demande d'entourer la lettre qui correspond au son que vous entendez au début du mot Do. 10 secondes, top. Do. Au début du mot Do. Est-ce qu'on a le droit de répéter? Oui, on a le droit de répéter une fois.
Stop. Hop, vous passez à l'exercice 3. Donc normalement c'est celui où vous avez des dessins. L'exercice où il y a les dessins. Donc ça, pour information, donc c'est donné à nos élèves de CP, c'est donné dès début septembre. Hein. Là par exemple pour cette année, on doit commencer aux alentours du 19 septembre à les faire passer. Donc c'est, voilà, quand nos élèves sortent de grande section, hop, ils commencent par ça. Hein. Bienvenue au CP. Donc vous allez mettre votre doigt sur la ligne, normalement il y a un carré noir. Un carré noir. Alors normalement c'est celui le premier. Le premier carré noir. Ah oui, c'est un carré noir aussi. Donc pour chaque ligne, là, vous avez 4 images, je vais vous donner les 4 mots. Donc pour cette ligne, vous avez le mot serpent, le mot vélo, le mot balise et le mot avion. Il y en a qui rigolent, il y en a qui voient déjà le problème. C'est un verbe, balise. Je vais vous demander d'entourer le dessin dont le son finit comme le mot valise. Vous avez 10 secondes. Top. Stop. On passe à la suite. Stop. Fini. On passe à la suite. Donc pareil, là vous avez 4 images. Ministre, Il y a des interférences. c'est la lutte de tout moment, de tout moment. Donc pareil, là je vais vous donner 4 mots. Vous avez le mot moulin, chapeau, balise et navire. Attention, ce n'est pas un bateau, c'est un navire. Et je vous demande d'entourer l'image du mot qui se termine comme bateau. Top. C'est incroyable. C'est fini. Stop. On passe à la suite. Vous retournez la feuille. Ok. Alors dans cet exercice, vous avez 4 images et je vous demande juste vous demander d'entourer l'image du mot que je vous donne. Par exemple, tout en haut, vous avez donc 4 images. Là, je ne vous donne pas les autres mots. Je vous demande juste d'entourer le clou. Top. C'est vicieux, c'est vicieux. Ce qui a une vie, c'est un clou. C'est fini. On passe à la suite. Dans celui d'en dessous, je vous demande, donc il y a 4 images, d'entourer coudre. C'est parti. D'entourer coudre. Stop. Et je vais C'est essayer de fini. prendre en trop. C'est 1 seconde de moins sur le prochain. Et dans les 4 dernières images, je vous demande d'entourer le mot qui correspond à l'image pédale. Non, c'est pas possible. C'est vraiment... C'est fini. Là, on va passer à la partie sympa. Vous allez prendre l'exercice avec les encadrés où il y a des lettres à l'intérieur. Donc il y en a qui l'ont en recto verso, d'autres qui l'ont sur une page à part, normalement. Celui-là avec des encadrés avec des ensembles de lettres. Dans cet exercice, vous allez chercher si des groupes de lettres sont les mêmes ou pas. D'accord? Donc normalement, vous avez un exemple tout en haut. D'accord? Donc vous devez vous baser sur les exemples.
Dans chaque rectangle, il y a des lettres à gauche, des lettres à droite. Et donc je vais vous demander de faire comme l'exemple. Donc entourer les rectangles où les groupes de lettres sont identiques aussi bien à gauche du rectangle qu'à droite du rectangle. C'est très vicieux. Vous avez pour faire ça... Donc pour ça, vous avez 2 minutes. Top. Ah, petite précision aussi. Vous devez lire les rectangles dans le sens de lecture. C'est-à-dire, vous prenez le premier rectangle à gauche, puis celui du milieu, puis celui à droite. Et vous faites en ligne. Oui, c'est une consigne, ça. Normalement, vous avez une flèche qui l'indique. Alors je vois qu'il y en a qui ont fini. Pensez que, voilà, qu'on fait ça quand même à des enfants de 5 ans, 6 ans. Hein. Donc là, vous êtes des adultes, mais pensez que c'est fait à des enfants de 5-6 ans. Voilà, on a 1 minute 10. On n'a pas fini encore. Il y en a qui n'ont pas fini. Dépêche-toi. 45, 44, 43, 42, 28, 27. Éliminé. Je crois que tout le monde a fini. C'est fini? Vous avez mis pour les derniers 1 minute 30. Et on est adulte. Et alors le must, vous allez prendre celui où il y a les encadrés, mais il y a aussi les chiffres à l'intérieur. Et alors on arrive au must. Ah, c'est incroyable. Bon, ce sera le dernier. Alors dans cet exercice, pareil, vous avez un encadré et des chiffres à l'intérieur. D'accord? À chaque fois, un encadré, 2 chiffres, un à gauche et un à droite. Dans chaque rectangle, je vais vous demander de barrer le nombre qui est le plus grand. D'accord? Comme vous avez sur l'exemple normalement. Consigne supplémentaire, cette fois-ci vous ne faites plus en ligne, mais vous faites en colonne. Alors s'il n'y a pas d'exemple, C'est la page qu'ils ont eux. Hein. c'est ce qu'ils ont eux. Ah bah c'est ce qu'ils ont eux. Voilà. C'est parti. Ah oui, il faut projeter. Non, il n'y a pas de modèle. Normalement on projette au tableau. Hop, c'est parti, vous avez 1 minute pour faire tout ça. Vous avez 1 minute, ça y est, c'est parti. 10 secondes déjà, c'est passé. Sur CP, septembre. 15 septembre. C'est quoi le plus grand? Je suis désolé les enfants, j'ai pas le droit de vous en dire plus. Si tu ne sais pas faire, tu ne fais pas. C'est ce qui est écrit dans les consignes de leur dire. C'est des sadiques en fait. Attendez, il y a une question, mais... Alors si, il y a des livrets qui sont pour les enfants, oui, dyspraxiques, dyslexiques, il y a des livrets adaptés. Si, nous on en a eu dans l'école, il y a des livrets adaptés. C'est fini. Les crayons. C'est fini. Alors pour information, vous n'avez peut-être pas compté, il y a 60 rectangles, il y a 1 minute, ça veut dire à peu près 1 seconde par rectangle. Voilà. Donc voilà, vous avez fait tous les exercices, je vais vous le dire comme c'est écrit dans le cahier. Bravo les enfants, vous avez très bien travaillé. Bravo. Ce qu'il doit être dit aux élèves. Donc juste quelques éléments d'information. Donc, alors je donne juste quelques éléments et après je te donne la parole. Juste, alors ces livrets, pour ceux qui n'auraient pas eu de CP, donc ces livrets, ils sont donnés 2 fois. Une fois en septembre, dès le départ. D'accord, donc voilà, donc il y a 2 livrets, il y a 3 livrets, 2 livrets de français et un livret de maths. Ensuite, ces livrets, ils sont redonnés exactement dans le même état, c'est-à-dire ce sont exactement les mêmes, en février ou en mars, en fonction des vacances, en fonction des zones. Donc voilà, il est demandé les mêmes consignes, c'est le même temps.
Ce sont les mêmes chiffres, ce sont les mêmes symboles. Il y a des exercices avec les symboles, c'est le même vocabulaire. Là, on leur redemande d'entourer le clou, on leur redemande d'entourer coudre, on leur redemande exactement la même chose. Il y a des exercices de lecture, on leur redemande de lire le même texte à 4-5 mois de différence. Ça répond aux questions, c'est les évaluations. Arrivé au 15 septembre, non. Ils n'ont pas les corrections. Ça veut dire à aucun moment ils voient la bonne réponse. À aucun moment il est demandé de corriger avec eux. Voilà, c'est fait normalement par les enseignants. Après, nous, les enseignants, on a tout un logiciel à remplir. Ah, pardon. Ça marche ou pas? Oui, oui. Émilie, ça marche. Quand je t'appuie. Bonjour. À quoi ils servent ces tests? Bonne question. Alors à quoi ils servent ces textes? Et ben en fait, il est un peu là le problème, c'est-à-dire que ces tests, ils sont donnés. Donc, moi, je vous donne mon ressenti de directeur, hein. C'est-à-dire qu'on me les a présentés en conseil de directeur. On m'a dit voilà, le ministère, il faut qu'il fasse passer ça. Ça s'appelle les évaluations repères CP. C'est pour voir où vos CP ils en sont. Où ils en sont au 15 septembre. Ben, ils sont encore en grande section en fait. Alors, oui, c'est le micro qui nous entend. Et je vais juste vous donner une précision, et M. Goury va aussi pouvoir vous expliquer sur ce qui se cache derrière les évaluations. C'est que ces évaluations-là, elles ont été faites par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, dont le président c'est Stanislas Dehaene, qui est un neuroscientifique. Ça a été construit par les psychologues et connectivistes en fait, de ce conseil scientifique. Et il a fait un livre qui s'appelle Apprendre à lire, où il a marqué quand même la confusion des lettres. Par exemple, des lettres miroirs comme B et D est une propriété normale du système visuel des jeunes enfants avant qu'ils n'apprennent à lire. Et si vous regardez sur exercice 1, toutes les lettres proposées sont des lettres miroirs, alors que dans son propre livre, il écrit que c'est normal que les jeunes enfants confondent ces lettres en fait avant d'apprendre à lire. Donc ça, c'était juste la précision pour comment ont été construites ces évaluations. Je vous rends la parole. pour répondre comme... Alors c'est Stanislas Dehaene, D-E-H-A-E-N-E. Et son livre c'est Apprendre à lire. Juste par contre, ces évaluations sont censées servir aux enseignants. Hein, on nous l'a présenté comme nous disant, elles doivent vous permettre d'ajuster votre pédagogie en fonction des difficultés rencontrées par vos élèves sur ces évaluations. Vous imaginez qu'au 15 septembre, il y avait du boulot à faire. Elles seront censées être présentées aux parents, les résultats. On a pour consigne de les présenter aux parents en réunion individuelle pour leur présenter, pour leur montrer des pourcentages de réussite. Votre enfant, il est en discrimination des sons, il est à tant de pourcents de réussite. Et de dire aux parents, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'à la prochaine vague, il ait, pas 100%, mais en tout cas que le pourcentage est augmenté. Il sert à l'inspection, parce que ça leur permet de remonter des statistiques, de dire, regardez, là on travaille bien, là on ne travaille pas bien, mais on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et après, il doit servir de statistique nationale aussi. C'est Goury aussi, derrière, est-ce qu'il y a la notion d'évaluation? Est-ce qu'il y a derrière la notion d'évaluation? Vous vouliez parler peut-être, non? Oui, non, mais allez-y. Je voulais juste savoir combien d'items il y avait au total et combien de temps passer un enfant sur ces évaluations. Combien d'items, le temps passé pour un enfant sur ces Alors, pour la longueur, en fait, elle demande la longueur de ces évaluations. Par exemple, il y a 10 items pour la reconnaissance du son de début de mot, donc 10 secondes par reconnaissance, donc 10 secondes x 10. Après, il y a 7 exercices de repérage des occurrences de la même lettre dans une même série de mots, c'est-à-dire il y a 18 lettres et on doit entourer, en fait, il y a 18 signes. Et dans ces 18 signes, on doit entourer les lettres et ils ont 20 secondes par série. Après, il y a 4 dessins pour trouver celui qui commence par le même son donné oralement, ce que vous avez fait sur exercice 3. Il y a 4 séries sur ces séries de 4 dessins, il y en a 8 avec celui repérage du même son au début du mot, et il y en a 7 sur repérage du son qui finit le mot en fait. Après, sur la compréhension orale, il y a 14 exercices où l'enfant doit choisir entre 4 dessins de situations proches. Par exemple, ça va être le chien entre dans la niche. Il y aura 4 dessins de situations qui sont assez proches. Il va devoir entourer le dessin qui correspond au chien qui entre dans la niche.
et le professeur doit lire la phrase une seule fois. Ensuite, il y a 2 petits textes avec 3 questions par texte et la réponse se fait en images. Ils doivent entourer une image pour répondre aux 3 questions. Ensuite, il y a un texte long avec de l'implicite qui est lu qu'une seule fois. Et il y a 7 questions sur un texte avec de l'implicite, lu une seule fois par l'enseignant. Voilà. La deuxième journée, il y a encore des recherches de lettres, parmi 16 lettres, et cet exercice est répété 5 fois. Ensuite, il y a ce que vous avez fait, l'exercice où il fallait discriminer si les séquences de 3 lettres étaient identiques. Donc ça, voilà, là, il y a les 27 cas que vous avez vus. Ensuite, il y a encore des exercices pour discriminer les sons. Il y a encore 2 textes de lecture courte avec 4 questions. Voilà, ça c'est pour la partie français. Pour la partie maths, il n'y a qu'un seul livret. Eux, ils nous disent 20 minutes par jour, mais ce n'est pas le cas du tout. C'est extrêmement long. On met une bonne semaine, voire une semaine et demie à les faire passer. Oui, moi je les ai fait passer en fait l'année dernière, celles de début d'année, parce qu'ensuite j'ai renoncé à faire passer la deuxième série, tellement c'est une expérience abominable, surtout pour les professeurs d'ailleurs. Et en réalité, la matérialité de la chose, c'est qu'il y a 3 ou 4 livrets qui sont vraiment épais et qui contiennent uniquement ces choses kabbalistiques. Et le professeur, lui, dispose d'un livret du professeur et dont il est censé lire mot à mot, très exactement, le contenu qui est indiqué. Le professeur n'a aucune formation préalable, il n'a rien d'autre que ces indications-là, il ne sait pas quels sont les buts de ces évaluations, il ne sait pas à quoi elles vont servir, il est juste totalement instrumentalisé à les faire passer. Et moi, c'est le sentiment que j'ai eu, vraiment un sentiment très fort d'instrumentalisation, de dépossession de mon métier, parce qu'on me faisait faire des choses que je n'étais pas formé à comprendre, que je ne comprenais pas. Et ça a été vraiment extrêmement traumatisant, si bien qu'on s'est concerté entre professeurs dans mon école, et à la deuxième session, on a décidé unanimement de ne pas les faire passer. Monsieur Goury va répondre juste sur le concept d'évaluation et après on reprendra. Monsieur Goury va répondre et puis après ça sera Oui, alors, je ne vais pas tout à fait vous parler là du concept d'évaluation parce qu'on en aurait pour beaucoup de temps, je ne vais pas prendre trop de temps, mais par contre peut-être déjà réagir. Moi je ne savais pas du tout ce qui nous attendait pour aller très vite. Et votre intervention me paraît très importante parce que d'une part, mon sentiment c'est qu'on casse le métier d'enseignant, on le transforme en opérateur pour aller très vite, et donc c'est un rituel d'initiation à ce qu'ils prennent l'habitude de fonctionner de cette manière, et on casse aussi le métier d'élève parce que très franchement, si j'étais élève comme passe passer des trucs comme ça, je penserais qu'il y a une seule chose, c'est me tirer. Il faut être très clair. Enfin, si je suis sain, si je suis un peu perturbé, c'est un autre problème. L'autre point, ça m'a replongé dans mon adolescence, parce que je faisais des études, soit dans les laboratoires de psychologie cognitive, soit dans les laboratoires de sciences en psychologie du comportement, etc. Parce que c'est ce qu'on faisait passer au RA, autrement, n'est-ce pas, et puis aux étudiants, parce que les étudiants avaient besoin un peu d'argent, et donc pour, si vous voulez faire des expériences qui nous étaient prescrites, on est étudiant, on ne choisit pas, comme vous savez, donc on faisait passer des trucs comme ça. Donc je me dis, Stanislas Dehaene, il a joué un coup de poker extraordinaire, puisqu'il a transformé, comme il les appelle, hein, c'est pas moi, 1 million d'employés de l'éducation nationale. Il faut écouter ces émissions sur France Culture. 1 million d'employés d'éducation nationale, un opérateur que nous faisions, nous étudiants, pour gagner un petit peu d'argent, quand nous faisions passer ce type de courbe d'apprentissage, soit au RA, soit à nos autres collègues étudiants. Et donc, il a, comme ça, ce qu'on appelle un échantillon expérimental, Kratos, considérable, avec, qui plus est, les lettres de noblesse que lui donne M. Blanquer. Alors, c'est très important. De toute façon, ne vous inquiétez pas,
ça s'améliorera, les résultats. Pour une raison très simple. Il y a eu des études aux États-Unis il y a déjà une vingtaine d'années, notamment un chercheur qui s'appelle Lip, qui met en évidence que quand vous faites passer des tests de connaissances comme ça, les résultats s'améliorent. Non pas parce que le savoir de vos élèves augmente, mais parce qu'ils ont acquis, comme en médecine, en QCM, ils ont acquis l'habitus et la disposition à agir ou à penser de telle façon qui améliore leur rendement. Donc, je ne vais pas être très long parce que je peux parler 3 heures d'évaluation, on a beaucoup travaillé la question. Mais là, sur ce point très précis, ce qui est très important, c'est qu'en gros, on perd le sens. On perd le sens et on fabrique donc un élève ordinateur qui apprend, comme l'ordinateur, à calculer par reconnaissance des formes et à confondre la syntaxe d'un message avec son contenu. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, on part du principe qu'on doit identifier des formes, ce qui ne veut pas dire que, si vous voulez, on va comprendre le sens du message. Pour être très concret, la prescription... Vous me coupez le son, hein? Non, d'accord. La prescription de dictée quotidienne qui ravit les parents, n'est-ce pas, repose sur cette idée que l'identification de formes syntaxiques vaut la compréhension du texte, ce qui n'est pas vrai. Et en plus, bien évidemment, vous avez, ça je n'ai parlé ce matin dans ma causerie sur l'autorité et le pouvoir, c'est un autre problème, vous avez en quelque sorte là, n'est-ce pas, une chose tout à fait abominable, qui est la mutilation de la dimension poétique du langage. C'est-à-dire que le langage est là transformé à une écriture, en quelque sorte, n'est-ce pas, et ce que l'on perd. Alors, vous avez dit à un moment donné, vous avez dit verbaliser. Moi, j'entendais verbaliser. Ben, ça, c'est pas. Je suis un mauvais élève. Verbaliser, je peux être un bon poète pour aller vite, puisque j'ai condensé 2 mots, mais c'est ça qui est mutilé. Alors ça, c'est très important parce que nous sommes dans une civilisation qui fait prévaloir une rationalité instrumentale, si vous voulez, sur la capacité de penser et de parler, de communiquer. Et en particulier, ce que nous perdons, c'est le don poétique de la langue. C'est une mutilation. Moi, je vous dis franchement, depuis que je vous ai entendu là, vous m'avez envoyé des trucs que j'ai d'ailleurs rien compris. J'ai 2 doctorats, Marie-Josée a 3 doctorats. On n'a strictement rien compris de ce que vous avez envoyé. Ben, il est clair que pour moi, c'est de la cruauté mentale. Ah. On met les enfants en situation de cruauté mentale. Totalement. Ouais. Bonjour, moi je me présente, je suis Claude Bautron et je suis du SNUIPP. Et on a particulièrement beaucoup travaillé sur la question des évaluations l'année dernière. Et en relevant effectivement tout ce qui a été dit ici. Et j'irai même plus loin, monsieur Goré, je suis complètement d'accord avec vous. Et ça, les résultats s'amélioreront d'autant plus que, mais je pense que pas mal de gens ici sont au courant, que parallèlement à tout ça, s'est mis en place une grande entreprise de mise à disposition de classes à l'association qui s'appelle Agir pour l'école. Et que cette association-là, elle préconise exactement ce type d'apprentissage, ce type d'évaluation et tout. Et notre ministère va bientôt faire la preuve que pour réussir bien les évaluations, et donc en extrapolant de sa part pour que les gamins deviennent lecteurs, il faut prendre les méthodes d'Agir pour l'école, les méthodes qu'on dénonce par ailleurs grandement. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la question des évaluations. Je voudrais poser une toute petite question. Qui est-ce qui est du 1er degré ici ? Voilà. Il se trouve que dans les autres ateliers auxquels j'ai participé, il y a beaucoup moins de gens du 1er degré. Dans les ateliers précédents, on était 3 sur une 60aine à peu près. Et ce qui est complètement... enfin, non, parce qu'on était, je pense, nous, soumis les premiers... Moi, je suis du 1er degré aussi, bien sûr, à cette histoire des évaluations. Et on est extrêmement sensible à tout ça. Parce que je pense qu'on a déjà mesuré quels étaient les dégâts, aussi bien sur les élèves que sur les enseignants, que produit ce genre de dispositif. Et par contre, nos collègues du 2nd degré, j'ai bien peur qu'ils soient bientôt concernés aussi par cette question-là. Hein. C'est-à-dire qu'on a un ministre qui entend généraliser ce principe-là. D'accord, qu'on donne la parole. Oui, alors sur les évaluations, pour moi, il y a encore des tonnes de choses à dire. On est en train de changer l'école
par le biais de ce protocole-là. Et en particulier, on est en train de protocoliser l'enseignement et les apprentissages. Et ça, c'est vraiment tout à fait sur le modèle anglo-saxon. Et je pense que si on doit résister à quelque chose, ensemble, c'est bien à ça, à ces dérives terribles. Je note les tours de parole en maçon. Alors, M. Goury et vous. C'est la dame qui a allumé. J'ai cru que c'était d'abord. Vous n'avez pas dit ça. Non, tac, et M. Goury après. Justement, je voulais donner un témoignage de prof de Florence Vagrin qui a été confronté l'an dernier à l'arrivée de... En tant que prof de lycée, qui a été confronté l'an dernier à l'arrivée des évaluations nationales informatiques en seconde, justement. Et alors, a priori, on était assez réticents et la réalité de comment ça s'est passé, du contenu même des évaluations, nous a largement confortés parce que les enseignants sont complètement dépossédés. Les élèves les ont passés sur informatique et les profs n'y ont même pas assisté la plupart du temps, ils étaient encadrés par d'autres. Et puis après, ils ont un résultat qui est tombé, mais qui était à pleurer, ou alors à rire aussi, avec un positionnement sur 3 items, mais tout était fait pour que globalement, il fallait vraiment que ce soit catastrophique pour que les élèves soient en dessous de, soit dans la rubrique, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais à consolider. J'ai oublié les termes tellement c'était ridicule, mais il fallait vraiment que ce soit catastrophique pour que les élèves soient placés là. Ils étaient de toute façon en cette... Et surtout, les profs de français et de maths, parce que c'était en français et en maths, avaient appris à faire devaient convoquer les parents pour leur expliquer les résultats de ces tests, et ils ne savaient pas quoi leur dire, parce que des fois ça allait à contre-courant par rapport à ce qu'ils avaient dans la classe. Et puis surtout, vu qu'ils n'avaient même pas vu quoi. Mais donc, voir, c'était vraiment ridicule. Le pire, c'est que ça a été vendu, je parle comme ça parce que je pense qu'on comprend rien. Le pire, c'est que ça a été vendu comme pouvant après alimenter la fameuse aide personnalisée, parce que bien sûr, après, on allait voir ce qu'on verrait avec l'aide personnalisée, grâce aux résultats de ces tests, etc. Là, c'est du popo. Parce que les profs n'ont pas besoin en général de... Non, mais 100 000 questions. Ils n'ont pas besoin des tests en question pour savoir ce qu'ils peuvent faire en aide personnalisée. D'autant que l'aide personnalisée, c'est une supercherie de plus, puisqu'on a 18 ou 35 élèves dans la classe. Mais là aussi, on est avec quelque chose qui va, si ça se généralise, ces tests, ils vont permettre de formater vraiment la façon d'enseigner. De faire que, qu'on soit effectivement dans du prescriptif, dans quelque chose auquel les élèves vont répondre automatiquement, et qui ne permet pas du tout de mesurer ce qu'on voudrait vraiment pouvoir mesurer chez eux. Madame, pour la technique, c'est ça? Ouais, dans l'atelier précédent, on a eu le même problème, ça s'est réglé quand on a éteint les portables. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est les portables. Mireille, mais oui, c'est après, Monsieur Goury, Madame Levent. Alors moi, je suis professeur en lycée également, professeur français. C'était pour dire exactement ce qu'a dit la collègue précédemment par rapport aux évaluations en seconde, où effectivement, on n'a même pas, nous, enseignants, accès au contenu. Et d'ailleurs, les résultats ont été rendus aux familles dans mon lycée par le professeur principal. Donc même, ni le professeur de maths, ni le professeur de français ont été associés à l'affaire. Donc, ça, c'est une question de chiffres, simplement. C'est les fameux, comment ça s'appelle, tests PISA. Non, c'est pas ça. Classement PISA, ça va aller. C'est d'autres évaluations. Et puis, je ne me souviens plus précisément, mais la plateforme qui hébergeait tout ça était quelque part dans les îles anglo-normandes. Il y avait aussi au niveau économique quelque chose. Un lobby quelconque, qui nous conforte dans ce qu'on peut penser de notre politique. Voilà, c'est juste pour rebondir par rapport aux évaluations de second lycée. Bon, juste très, très rapidement, par rapport à ce que vous avez dit, c'est pas seulement transformer l'école, c'est transformer la société. C'est-à-dire, ce dont il s'agit là, c'est de casser les métiers, l'ensemble des métiers, et de les transformer, si vous voulez, en chaîne de production d'un certain nombre d'actes prescrits et définis par des décideurs censés savoir, alors que les autres sont des exécutants.
c'est un nom. En 1911, il y a un livre là-dessus, l'Organisation scientifique du travail, ça s'appelle le Taylorisme. Et donc Blanquer se saisit d'une certaine manière de la caution de Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France, pour, en quelque sorte, donner une légitimité à cette manière de penser le savoir et de le transmettre. Mais ça signifie, mais je ne vais pas reprendre ma conférence de ce matin, ça signifie une espèce de prolétarisation généralisée du citoyen qui n'a plus à penser, à décider, mais en quelque sorte à agir en fonction de tâches à reconnaître et à exercer. Là, par exemple, très vite, mais quel est le rapport avec ce que nous avons pu connaître de la méthode Freinet? Quel rapport, n'est-ce pas, avec le livre aux enfants de Sumerine, pour ceux qui ont pu lire ce livre, n'est-ce pas? Quel rapport, si vous voulez, avec la question du goût, à la question de... Le savoir, c'est la saveur, c'est la sensibilité. Alors là, nous avons une dissection de cadavres, n'est-ce pas? Et il y a à identifier un certain nombre de tâches auxquelles il faut répondre comme opérateur, tant comme enseignant que comme élève. Et ça, c'est une manière de vivre le lien social. Il va de soi que de toute façon, comme je vous l'ai dit, tous les travaux qui ont pu être faits ont montré qu'il s'agissait beaucoup plus d'apprendre à répondre d'une certaine manière, même pour les QCN dans les sélections en médecine, etc. C'est beaucoup plus de répondre d'une certaine manière que le plaisir de connaître, le plaisir d'apprendre et même l'effort de savoir. Donc on est en train de transformer non pas seulement l'école, mais on est en train de transformer d'une certaine façon la société en gouvernant par les chiffres, en gouvernant par les nombres. Et ça, c'est un point aussi extrêmement important. Bonjour, moi j'étais au CP REP+, à Marseille l'année dernière, et j'ai donc eu à faire passer les évaluations, les deux, parce qu'elles étaient différentes en début d'année. Ils ont éliminé les évaluations qui avaient été mises en place par le gouvernement précédent, donc on n'a pas pu savoir déjà ces évaluations, qu'est-ce qu'elles auraient pu dire. Non, ils ont décidé de changer, ils nous ont servi un brouillon, parce que c'était un brouillon, tellement brouillon qu'ils n'ont pas voulu me le resservir la deuxième fois, en février. Bon, moi je pars du principe que j'ai fait passer les évaluations. Je ne suis pas dans une position pure pour savoir ce que ça pouvait donner, mais j'ai trouvé que ça, quand je les ai fait passer, j'ai senti la même chose que mon collègue, du mépris pour l'enseignant, du mépris pour le métier d'enseignant, parce que je n'ai pas compris ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait derrière chaque exercice. Or, ça faisait 3 ans que j'avais les CP, j'ai une idée de ce que les enfants doivent acquérir au bout d'une année de CP, et je trouvais que ça allait complètement à l'encontre de mon métier. Je me suis sentie utilisée, vraiment utilisée. J'ai fait remonter ce sentiment à mon conseiller pédagogique qui m'a dit qu'il voulait une photographie, en fait, que le but de faire en sorte qu'on ne sache pas à quoi ça sert, c'était pour que l'aspect enseignant n'influence pas le résultat des élèves, et qu'ils puissent avoir une véritable photographie indépendante de l'enseignant. Dans ce cas, je me dis, mais ne me faites pas perdre mon temps, c'est pas mon métier, ça. D'accord ? Et en plus, après, il faut faire remonter les résultats, ça prend un coup fou, parce qu'on remonte item par item à cette question, l'enfant a coché ici ou là, à cette autre. Et donc, ce temps-là, ils nous disent, vous le prenez sur le travail personnalisé des élèves. Donc, vous ne le faites plus, le travail personnalisé des élèves, vous remontez les résultats de vos évaluations. Bon, résultats, je ne les ai pas remontés, et bonne chance, j'ai dû partir de Marseille, donc, mais il y avait à faire, mes collègues, ils ont tout remonté parce qu'ils avaient peur, voilà. Mais bon, vraiment, c'est une utilisation, enfin, ils nous méprisent, et ils nous méprisent tellement qu'ils me remontent les parents contre nous avec ces histoires de lecture globale, lecture syllabique. Ils font appel à des démons pour faire en sorte que les enseignants se trouvent un peu isolés, qu'ils n'aient pas la force de réponse face à eux. Vraiment, je le sens comme ça. Moi, je ne suis pas enseignante, je suis parent d'élève. Et on a appris, grâce aux mobilisations de fin d'année sur les lois Blanquer, on changeait comme ça un peu sur tout ce qui se passait. Oui, il n'est pas... on a appris dans l'école de mes enfants, en fait, que les enseignants ont décidé tous ensemble de ne pas faire passer les évaluations. Et voilà, et c'était une décision collective de tout
le conseil des maîtres. Et voilà, il leur est rien arrivé a priori, donc on ne sait pas pour l'année prochaine. Mais on ne le savait même pas avant en fait, même en tant que... Enfin, ils avaient dû nous le dire peut-être en conseil d'école, mais franchement, c'était vraiment pas du tout le centre du sujet. Ils avaient pris la responsabilité d'eux-mêmes. Et c'est seulement après, vers la fin de l'année, quand on était mobilisés, voilà, on a fait une réunion d'information, que là, ils nous ont dit, bah, nous, on a fait ça, par exemple. Ah bon, voilà. C'était pour dire que c'était possible aussi, mais il faut que tout le monde... Et c'est une très grosse école, donc ils ont réussi à se mettre tous d'accord. Bonjour, je suis enseignant du second degré. C'est un petit peu déprimant ce que j'entends. Pourtant, les évaluations, me semble-t-il, on sait faire. Rappelez-vous des évaluations nationales CE2, 6e. Je ne sais pas si vous vous rappelez des petits cahiers roses. C'était assez complet, c'était anonyme. Les objectifs étaient annoncés dans le cahier de passation, annoncés au départ aux enseignants. Et puis, il y avait un retour. C'est-à-dire, on prenait, je ne me rappelle pas très bien, des écoles témoins, et puis il y avait un retour statistique sur voilà, les constats, que c'est un enfant au début, un élève au début de son CE2, du point de vue lecture, du point de vue mathématique, oui, il y avait des mathématiques, que c'est un élève en entrant en 6e, du point de vue lecture, du point de vue mathématique, statistiquement, il me semble que c'était, ce retour était enrichissant pour les équipes. Oui, non. Non, simplement pour dire qu'effectivement, je crois que c'est très important de mettre en rapport avec effectivement les résultats, le système PISA, avec un certain nombre d'autres formes d'évaluation, parce que ça fait système. On pourrait prendre le classement de Shanghai, des universités, etc. Ça fait système. Et par rapport à votre intervention, si vous voulez, aujourd'hui, la thèse, quand on entend un certain nombre de personnes qui sont favorables à ces différentes formes d'évaluation, que ce soit encore une fois dans l'éducation, à l'hôpital, dans la culture, dans l'information ou ailleurs, ou dans la recherche, c'est de faire comme si avant on n'avait jamais évalué. Et ça, c'est la raison d'imposture. Je vais avoir eu des débats sur ce point, parce qu'on a passé notre vie, enfin un certain nombre d'entre nous, à corriger des copies, à avoir des débats avec les étudiants, de lire des thèses, des masters, des habilitations dirigées des recherches, etc. Bon, c'est comme si, aujourd'hui, l'évaluation, c'est-à-dire quand même étymologiquement, produire de la valeur, donner de la valeur à quelque chose, n'était pas un instrument, pourrait-on dire, de donner de la valeur à ce qu'on fait, mais une façon de dévaloriser celui qui le fait pour lui dire comment il doit se conduire. C'est-à-dire que les formes d'évaluation sont un mode de gouvernement des humains. C'est ça qui est important. Et comme si vous voulez, il n'y avait que l'évaluation quantitative, c'est-à-dire comme si la qualité était une propriété émergente de la quantité, ce qui n'est pas vrai. Une très belle phrase de Sauvy que je cite souvent, qui disait que les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer ce qu'on veut leur faire dire. Si vous voulez, là c'est pareil, parce que vous allez avoir des résultats, puisqu'encore une fois, on va trouver de meilleurs résultats au test, ce qui est normal, parce que ce n'est pas dû à une meilleure capacité d'apprentissage, c'est dû à une meilleure capacité d'apprentissage de la situation de test. Et qu'on est en place, si vous voulez, les enseignants et les élèves, comme encore une fois, aujourd'hui, l'ensemble des professionnels. Un peu pour ça que je suis venu aussi, c'est-à-dire effectivement du côté du soin, du côté de la recherche, du côté, si vous voulez, de l'information, de la culture, etc. Et en gros, leur faire croire qu'avant, ils ne savaient pas s'évaluer, s'inter-évaluer, et que maintenant, par ce type de procédure, ils vont pouvoir améliorer leur performance, améliorer leurs compétences, parce qu'on doit passer par là. Et ça, c'est une imposture dangereuse, une imposture démocratique. Au départ, bon, je ne vais pas vous la lire, mais il faut regarder la liste des membres du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Moi, je l'ai de 2018, je ne pense pas qu'elle ait beaucoup changé, mais il n'y a pas d'enseignants du primaire ou du secondaire. Quant aux enseignants du supérieur, ils sont tous orientés pour aller vite sciences cognitives ou sciences expérimentales, ou bref, sociologie, on va dire positiviste. Enfin,
si vous voulez, la dimension humaniste dans ce conseil tel qu'il était, en tout cas en 2018, depuis je ne suis pas allé vérifier si ça avait changé, mais je ne pense pas, il n'y a pas de praticien dans l'enseignement. Il n'y a pas même de chercheurs de sciences de l'éducation orientés, on va dire, phénoménologie ou orientés sociologie politique ou ce que vous voulez. Non, ce sont des gens qui considèrent que le sujet humain n'est rien d'autre que un cerveau. Et d'ailleurs, je n'ai pas le temps de vous lire tout ça, j'en ai parlé ce matin, mais si vous prenez les différentes interviews de Saïs Dehaene, il dit « le cerveau apprend à lire ». C'est pas un cerveau qui apprend à lire, c'est vos élèves. Et ils apprennent à lire parce qu'il y a un type de relation pédagogique avec vous, avec le texte, qui les amène à lire. Donc, si vous voulez, on est dans un modèle, j'en dirai pas plus, mais tout à fait computationnel du sujet humain, réduit à être un ordinateur qu'il a à l'intérieur, et donc, comme dit Georges Canguilhem, on peut lui vendre à l'extérieur. C'est aussi une propagande idéologique, et c'est aussi une certaine manière de gouverner, car les formes du savoir sont inséparables des logiques de pouvoir. Donc c'est à ça que nous avons affaire. Donc ce que vous dites, là, moi j'ai été expert au ministère de la Recherche pendant 7 ans, j'étais élu au Conseil national des universités, j'en ai été vice-président et président pendant 15 ans, donc je connais ce genre de choses. J'ai à un moment donné, j'ai refusé les évaluations, parce que, si vous voulez, ça déterminait des stratégies d'adaptation des collègues et d'adaptation des doctorats à répondre aux chiffres qui étaient prescrits et pas ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que, si vous voulez, en gros, le nombre de thèses ou le nombre d'HDR détermine la qualification d'un laboratoire de recherche. Là, vous avez des stratégies qui étaient adoptées, non pas pour que quelqu'un passe sa thèse, non pas pour que quelqu'un fasse de la recherche, mais pour qu'il réponde à un appel d'offres où il pourrait avoir des publications dans des revues dites internationales, ce qui veut dire essentiellement anglo-saxonnes, bien sûr. 80% des auteurs de Nature Science ont une adresse aux États-Unis ou en Angleterre. Et donc, si vous voulez, c'est une façon, pourrait-on dire, d'initier les gens à entrer dans un certain type de culture, très pragmatique, très utilitaire, et pas du tout orienté vers ce qu'on appelle les humanités. C'est pour ça que les humanités, il ne faut pas s'y tromper, elles vont disparaître au profit de ce qu'on appelle les humanités numériques. Il suffit de lire la conférence de Charles Snarl en 1959 à Cambridge pour avoir le programme de M. Blanquer, qui sert, d'une certaine manière, la théologie entrepreneuriale d'Emmanuel Macron. C'est le monsieur loyal d'Emmanuel Macron, il ne veut pas se tromper. Je m'étais inscrite, après je vous passe le micro pour rebondir sur ce que vous avez dit l'être humain est un cerveau. Alors moi qui ai fait dans les sciences de l'éducation en fait un mémoire sur la neurologie, même s'il considère l'être humain comme un cerveau, en fait, il ne le considère pas entièrement, puisque le cerveau, si on le met trop souvent dans des positions désagréables ou dans des conséquences désagréables, en fait, on va avoir tout ce qui est hypothalamus qui va avoir une action, on va dire, agressive, violente. Donc ça, c'est modulé par le lobe frontal, mais même encore là, il prend en compte le cerveau, mais sans le désir d'apprendre, sans le goût d'apprendre. C'est pour rebondir sur le fait qu'il prend en compte le cerveau avec les neurosciences, mais sans tout le côté désir d'apprendre, goût d'apprendre. Et plus on va mettre un enfant dans des conditions désagréables, avec des conséquences désagréables, plus il va être retors à faire la tâche. Et après, ça fait quand même certaines peurs. Moi, j'ai vu mes CP pleurer suite aux évaluations CP que j'ai passées il y a quelques années. Et après, on partira, une fois que je vous aurai donné la parole, sur peut-être comment lutter, qu'est-ce qu'on fait à la rentrée par rapport à ces évaluations-là. En fait, parce que moi, en tant que directrice, il y a 3 ans, les enseignantes en conseil de cycle, avaient décidé de ne pas faire passer les évaluations. Nous n'avons eu aucune retombée parce qu'on a pu prouver que les enseignants évaluaient parce qu'elles savent évaluer. Aujourd'hui, il y a eu quand même des sanctions sur certains collègues. Donc, après votre intervention, peut-être qu'on va préparer sur que fait-on à la rentrée des évaluations, aussi bien CP, 6e et autres. Voilà. Et après, je vous inscris. Vous avez déjà pris la parole. Oui. Non, parce que l'autre fois, on m'a fait la remarque que je voulais faire inscrit, c'est bon. Non, je voudrais juste dire un dernier mot sur l'enjeu, parce que vraiment, ça me paraît être un enjeu de taille. C'est très grave. En réalité, c'est vraiment notre métier qui est menacé. Notre métier, il n'est pas de verser du savoir dans des cerveaux. C'est pas ça. Notre métier, il est dans la relation. Et aujourd'hui, avec ces évaluations nationales, pas les évaluations en général, mais ces évaluations nationales, on veut standardiser un savoir
et le faire sortir de la relation entre un maître et un élève. Et ça me paraît particulièrement grave. Je voudrais juste citer une expérience dont j'ai entendu parler. Récemment, il y a eu des tests d'anglais qui ont été conduits directement dans certaines classes par l'intermédiaire du TNI. Vous savez que maintenant, le TNI est connecté, ce qui fait qu'on peut très bien faire passer des évaluations sans même que le professeur ait à intervenir autrement qu'en mettant en marche le TNI et en laissant le réseau jouer son office et jouer son rôle de contrôleur à distance de la bonne ingurgitation du savoir par les élèves. Et donc, c'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est que, et ça fera une transition avec la suite, il faut absolument résister. Notre métier dépend de ça, de notre capacité de résistance. Ah, pardon, c'était la dernière. Madame avant. Oui, juste pour abonder dans le fait que vous disiez que tout ça fait système, je vais donner quelques informations. Donc, je suis professeure de langue et je suis aussi formatrice pour la DAFOR au niveau académique. Et à ce titre, j'ai été fortement invitée, avec beaucoup d'insistance par mon inspectrice, à assister à une formation qui a duré toute la journée et animée par un ami de Stanislas, dont je ne me rappelle que du prénom parce que je suis nulle en nom. Donc c'est Jean-Marc quelque chose, qui a un site qui s'appelle Changer l'école, un ancien proviseur, qui est maintenant à la tête d'une petite... Alors ça, par contre, je suis absolument certaine de ce qu'il a dit, je l'ai écrit, etc. Qui est à la tête d'une fondation à laquelle on a octroyé, donc l'Éducation nationale a octroyé 34 millions d'euros pour en fait faire émerger des laboratoires. Donc ils cherchent des professeurs qui sont volontaires dans l'académie et en France pour mettre en place expérimentalement les neurosciences cognitives. Pardon, c'était une journée de formation sur les sciences cognitives. Et donc ils cherchent des profs volontaires pour utiliser ces méthodes en classe avec leurs élèves et travailler de concert avec des startups qui élaboreraient en fait des outils informatiques pour tester les élèves à ce que la science cognitive dit qu'il faut mettre en place pour, par exemple, mémoriser les mots, l'acquisition du vocabulaire en langue, etc. etc. Bref, ce qui m'avait frappé pendant cette journée, au cours de laquelle mon énervement a commencé à devenir de plus en plus grande, et je me suis lâchée en deuxième partie de la journée, c'est qu'effectivement, ils nous demandaient de sortir nos portables. Déjà, il fallait être connecté. Et puis il fallait avoir le smartphone de dernier cri pour avoir accès à ce que je n'ai pas. Voilà, pour utiliser ce que lui avait en tête comme outil informatique qui était semblable à ce qu'il espérait que ces startups mettraient en place, qu'on pourrait utiliser en classe. Et surtout, l'idée, c'était d'évacuer totalement l'idée qu'en fait... alors déjà, il y avait le contexte, ce dont on a parlé ce matin, le contexte d'enseignement, le nombre d'élèves dans la classe, tout ça n'avait aucun poids. C'était toujours des objections qui étaient nulles et non avenues. Si nos élèves n'étaient pas performants, c'est juste qu'on ne savait pas comment un élève mémorisait. Et donc, comme on ne savait pas comment un élève mémorisait, et ben donc on ne le faisait pas mémoriser, donc il ne progressait pas, donc il était en difficulté. Voilà. Et ça, c'était vraiment Et ce qui était terrible, c'était l'approfondissement, le fait que l'appauvrissement de toute la réflexion autour de qu'est-ce qu'enseigner effectivement, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun, et on n'avait pas le droit de parler de sociologie, de tous les apports de la sociologie, de la psychologie cognitive, etc. On n'avait pas le droit d'en parler. À tel point qu'il avait commencé en préambule en disant, de toute façon, dans ce genre de formation, il y a toujours 25 personnes des présents qui sont contre. Ce qui était génial pour cadrer immédiatement toute objection, voire question qui pouvait être un petit peu dérangeante pour son propos. Je faisais automatiquement partie des 25% que statistiquement c'était prouvé qu'il y avait. Voilà. Donc c'était bloqué. Mais du coup, il faut savoir qu'en fait, il y a une grosse entreprise à travers les différentes instances et à différentes strates pour qu'effectivement... Et tout le marché que ça représente, cette automatisation et taylorisation, comme vous avez dit, de l'apprentissage, il y a des marchés, Parcoursup,
et la délocalisation, enfin, et la perte du bac national, etc. Tout ça derrière, c'est un marché. Il y a énormément d'argent et il y a énormément de familles. Et c'est pour ça que les familles ne sont pas faciles à convaincre dans cette affaire. C'est parce qu'eux, ils sont inconfortables. Ils se disent, mais si jamais ça passe, mais si jamais c'est ça le système, eh ben, on se débrouillera pour payer parce qu'on est prêt à payer si on est prêt à payer. Et donc, moi, je comprends que c'est flippant, en fait. C'est flippant pour tout le monde. C'est très dangereux. Ce qui est en train de se passer est très dangereux. Mais c'est aussi flippant et il faut savoir que les forces sont quand même très, très bien placées pour vendre ça. Et quand mon inspectrice m'a dit, mais Noël, je sens que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, voilà. Et j'ai dit, oui, moi je suis peut-être foucaldienne, là je vois l'émergence d'un discours, d'une manière de contrôler les choses, je suis désolée, mais tout est bon à prendre, il faut réfléchir tout. Non, c'est pas tout. Il y a une offensive terrible sur les neurosciences cognitives qui font partie effectivement, encore une fois, d'un système. Et la critique est très difficile de ce système qui est en train de se faire. Néolibéral. Juste pour continuer là-dessus, je pense que si les évaluations en secondaire, moi je suis prof dans le secondaire, elles font réfléchir et qu'elles sont un petit peu inquiétantes, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que en fait c'était des évaluations, honnêtement c'était bidon, c'est-à-dire qu'on n'a même pas vu nos élèves qui les ont passées. On nous a dit vos élèves ont passé une évaluation il y a eu pendant 1 heure dans une salle. Bon bah. En fait, du coup, personne n'a vraiment réagi et je pense que cette année, ça risque d'être peut-être encore pareil, enfin on verra. Mais c'est aussi le truc voilà, déjà, on se passe du prof, on donne des choses qui sont complètement déconnectées de ce qui est vu en cours, etc. Avec cette idée d'intelligence artificielle, je rajouterais juste 2 choses, c'est que du coup, les manuels, de plus en plus, il développe une partie numérique qui est de plus en plus importante et qui risque de prendre le pas sur la partie papier et qui du coup intègre ces questions de si l'élève a réussi à ça, alors vous lui donnez ça et ça marchera, combiné au fait que, en tout cas dans un certain nombre de régions en Ile-de-France, c'est là 50% des lycées tout numérique, avec alors en plus des conditions ultra précaires parce qu'ils nous disent tout numérique. Donc par exemple, moi dans mon lycée, les secondes et les premières n'ont que des manuels numériques, mais il n'y a que les secondes qui ont des tablettes. Bon, ça c'est les conditions, on va dire, de précarité, mais à long terme, à mon avis, il y a aussi cet enjeu-là du rapport au numérique qui en fait, ils sont en train de le faire passer maintenant avec le tout numérique, et ce qui à mon avis est ça qui est le plus dangereux dans ces évaluations au lycée qui étaient extrêmement bidons et qui du coup n'ont pas du tout été ressenties comme de la même manière que dans le primaire, mais qui à mon avis sont tout aussi dangereuses. Oui, moi je crois qu'il ne faut pas que les évaluations, c'est jamais qu'un outil. Et c'est un outil à long terme. Et je pense qu'on n'a pas forcément conscience de tout ça. Pour l'école élémentaire, par exemple, très clairement, et puis c'est ce qu'on constate dans les pays anglo-saxons, on finit par n'enseigner que ce qui est évalué. C'est-à-dire que le reste disparaît. C'est le seul truc intéressant, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que Blanquer appelle les fondamentaux. Hein. Et les fondamentaux, c'est pas la lecture. C'est le type de lecture que Blanquer a décidé de mettre en place. C'est-à-dire la lecture basée sur le décodage et sur les automatismes. Et le reste... il est en train d'habiller sous des termes scientifiques, sous des termes qui peuvent apparaître comme étant un peu novateurs et tout, quelque chose de très ancien. Il est en train de remettre au goût du jour, en tout cas je parle pour l'école élémentaire, hein, ce qui se passait jusque dans les années 60, et qui était... l'école des fondamentaux, c'est-à-dire c'est donner à tous le minimum dont on a besoin, en particulier pour entrer dans le monde du travail. Et le reste, ne l'offriront à leurs enfants que ceux qui ont les moyens. C'est-à-dire les milieux culturels favorisés, les milieux économiquement favorisés, eux, ils peuvent supporter l'école à Blanquer. C'est pas grave. Ils donneront à leurs gosses ce que l'école n'apporte pas.
et en particulier ce qui relève de l'esprit critique, de l'analyse et tout. Or, les enfants des milieux populaires, qui n'ont que l'école, ils n'ont que ce type d'entrée dans les apprentissages. Et ceci, c'est adieu dès le CP aux études supérieures et tout. C'est-à-dire que si on se cantonne, par exemple, à entrer dans la lecture telle que les évaluations voudraient nous faire entrer, parce que les évaluations en termes d'instruments, eh ben, voilà, on est en train de mettre à la porte des universités, peut-être même du lycée, mais toute une catégorie de la population. Et là, c'est une entreprise d'assignation à domicile pour les élèves issus des milieux populaires. Et ça, c'est terrible. Si vous voulez, je vous fais un petit résumé de tout ce qu'on a dit. J'ai dû oublier des choses. Comme ça, on se met un peu d'accord sur ce qui a été dit lors de cet atelier-là. Et puis après, on voit à la rentrée ce qu'on fait. Vous êtes du SNUPB, peut-être que vous avez aussi des billes. Est-ce que vous aussi, vous avez des billes sur ce qui est fait sur les écoles, ce qui peut être aussi sur les collèges, lycées, pour avoir une ligne directrice quand on arrive à la dernière partie sur comment lutter? Ça vous va? Alors, ce que j'ai noté, c'est qu'on voit l'évaluation, pour reprendre vos dires. C'est un exercice très très dur. Donc l'évaluation, pour reprendre vos dires, c'est une production de valeur. Mais aujourd'hui, on trouve que les évaluations nationales sont là plutôt pour dévaloriser celui qui produit ces valeurs, donc celui qui passe ces évaluations. Si on se met du point de vue de l'élève, que l'amélioration en fait entre le passage 1 de l'évaluation et le passage en février de l'évaluation vient de l'habitude, mais bien aussi que l'enfant en 5 mois a quand même fait des progrès parce qu'on sert à quelque chose, voilà. Qu'il y a une perte de sens, j'ai noté, et que c'était plutôt une situation de cruauté mentale. Perte de sens parce que on voit bien qu'on n'a pas accès au contenu, surtout dans le secondaire, et qu'il n'y a pas besoin aussi des professeurs en plus, surtout aussi dans le secondaire. Nous, on est encore là pour les faire passer, même si on n'a pas accès du tout au contenu. Sur notre point de vue, sur notre métier, j'ai entendu, voilà, ça casse notre métier. On a parlé du taylorisme, on s'est demandé maintenant quel rapport entre les évaluations et le rapport avec toute la pédagogie Freinet. Donc, vous avez fait aussi des parallèles avec donc des startups qui se montent en parallèle avec donc je chercherai un Jean-Marc qui est dans le cercle du président du conseil scientifique, qui a des choses qui sont cachées derrière, et aussi donc sur l'accès pour les familles défavorisées qui ne pourront pas en fait, payer des cours particuliers en plus. C'est un peu ça l'idée, ce que j'ai entendu en dernier, voilà, pour pouvoir répondre à ces évaluations et pour avoir une carrière scolaire, pour arriver à... La culture. D'accord, je vais mettre culture. Autre chose que la lecture et les maths, quoi. Pour avoir donc la culture. Vous avez parlé aussi de toute une partie des évaluations qui passent en numérique, mais aussi nos enseignements qui passent en numérique. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Parce que j'ai dû oublier des choses. On n'a pas parlé des évaluations comportementales, point rouge, point vert, depuis la maternelle jusqu'au bac. Voilà. Moi, ça me choque personnellement. J'entre tout fraîchement dans l'éducation nationale et c'est une des choses qui m'a le plus choquée. En fait, je trouve qu'on fait vraiment le lit de la Stasi avec ce genre d'évaluation, de clivage, d'étiquetage qui laisse peu de chance. Et j'ai trouvé aussi que c'était une perte de temps absolument hallucinante en fin de trimestre pour les enseignants. Voilà, je ne sais pas si... Des usines à gaz. Des usines à gaz. Si je peux avoir voilà, votre point de vue sur ce type d'évaluation, puisque moi, de mon expérience, j'ai pas osé franchement arriver à mettre les pieds dans le plat. Donc là, je suis encore en observation, à relever un peu les structures de ce système. Et ces évaluations de comportement, je trouve ça assez, pour le moins, questionnant. Vas-y. Est-ce que tu pourrais préciser
à tous les niveaux, hein. C'est de ce que j'ai cru comprendre. Moi, je suis en collège et en lycée, et à chaque fin de trimestre, il y a pour chaque élève un tableau à remplir avec est-ce qu'il a acquis ses compétences comportementales, oui, non, est-ce que, enfin voilà, en termes, voilà, c'est du socle de compétences. Mais c'est dessous, moi, ce que je vois ressortir, c'est est-ce qu'il a la bonne attitude ou est-ce que enfin voilà, Que comportemental ou je l'ai plus vraiment en tête, quoi, mais... Si, moi au collège, je mets 3 enfants, une note de comportement sur le scolaire. Enfin, voilà, c'est ça. C'est le livret de compétences. On note 1, 2, 3. Et moi, je sais que je m'en suis débarrassé, j'ai noté tout le monde 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et la secrétaire elle m'a harcelé au mois de juillet parce que je sais plus pourquoi. Bon, j'ai fini par mettre 2, 2, 2, 2, 2 parce que ça veut rien dire, donc allons jusqu'au bout de la logique. Oui, alors c'est vrai qu'il y a le livret, moi je suis en collège aussi, hein. C'est vrai qu'il y a le livret de compétences au collège, mais je me disais, finalement ça pose la question de l'évaluation globalement, parce que finalement quand on met des notes, c'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux. Donc moi la question que je me posais, et c'est vrai que c'est ce que vous disiez, évaluer normalement ça devrait être donner de la valeur, mais comment on pourrait faire nous pour donner de la valeur à ce que font nos élèves, parce que je pense qu'ils le méritent. Et voilà, moi c'était une question que je me posais, c'était un peu ça en fait pour laquelle j'étais venu au début, et j'ai pas encore trouvé de solution. Voilà. Ah, yeah. C'était pour répondre au monsieur en fait. Juste. Je suis enseignante à l'école de Crolly à Saint-Mandé. C'est une école à pédagogie active qui se trouve de l'autre côté du bois. On va de la maternelle jusqu'au collège et on n'a pas de notes. Les seuls élèves qui ont des notes, c'est en 3e pour le brevet. Et en fait, on ne remplit pas le LSU, on met des commentaires qui décrivent où en est l'élève et ce qui lui reste à améliorer, où il en est, etc. pour donner de la valeur finalement à ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas encore faire. Enfin, c'était juste pour répondre à ça. Et dans la question de la lutte, je ne sais pas si tout le monde est au courant des réprimandes qu'il y a eu suite au non-passage des évaluations, à la non-remontée des résultats. Il y a des enseignants qui ont eu des retraits de salaire, des enseignants à qui on a demandé de ne pas reprendre un CP l'année d'après ou un CE1 parce qu'ils n'avaient pas fait les... Ouais, là, il y a... mais tardif. Alors j'ai vu des... C'est récent, les retraits de salaire ont eu lieu récemment, là, pendant l'été. Dans certaines académies, voilà. Les menaces, elles ne sont pas été encore mises à exécution. Il y a eu des... On suit les rôles. Ouais. S'il y a d'autres départements, il faut vraiment le dire. Alors, je n'ai pas noté les départements qui avaient été concernés, mais voilà. Celui qui allait plus loin, c'est les rôles, 34, effectivement. D'accord. Jusqu'à maintenant, apparemment, il y a encore pas, les retraits n'ont pas été élevés. Mais c'est possible. En tout cas, il y a eu des courriers envoyés, voilà, des menaces. Oui, complètement. Ça, ils ont fait la totale, là. Voilà. Je ne sais pas si ça a été acté, en tout cas, ça a été signifié. Voilà, pour certains collègues. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la rentrée? Est-ce qu'on les fait pas? Qu'est-ce qu'on risque? Là, nous, en tout cas, nous, à De Crolly, parce que nous, ça correspond pas... Enfin, les évaluations, on n'est pas dans la méthode de lecture syllabique à De Crolly. Donc, les évaluations de PACA sont présentées ne correspondent pas du tout aux compétences de nos élèves. Et la seule chose qu'on propose, c'est de faire nous-mêmes des évaluations voilà, qui seraient propre à notre école, mais qui pourrait l'être, je suppose, pour tous les enseignants. Montrer qu'on évalue bien nos élèves, juste, en fait. C'est ce qu'on avait il y a 3 ans. Voilà. Bonjour. Pour répondre à une des questions que j'ai entendues là, sur comment donner de la valeur, il y a quelque chose qui recoupe d'ailleurs le débat qui va suivre sur les enseignements artistiques, mais plus largement, en fait, quand les élèves travaillent,
au-delà d'une copie avec une note dessus, ce qui valorise énormément leur travail, c'est la production publique. Donc évidemment, il y a le passage sur scène pour les enseignements artistiques comme le théâtre, la danse ou la musique, qui est extrêmement gratifiant. Mais plus largement, tout ce qui est de l'ordre de la publication, ce qui est de l'ordre de montrer dans les écoles maternelles ou primaires, en général, c'est quand même bien pratiqué, ou ça l'était, si on voit parfois c'est menacé, mais justement, tout ce qui est mis en valeur en étant public, c'est très très gratifiant, et les élèves sont très fiers de montrer leur travail, quel que soit... Un enseignement de masse, où les enseignants peuvent se transformer en assistants des machines auto-apprenantes pour aller très vite, ou en repérage de comportements déviants. Je vais très vite et très simple. Et donc, entre guillemets, pour les plus pauvres, les machines à enseigner et leurs assistants humains, et pour les plus riches, la relation humaine. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travaux là-dessus, c'est ce que l'on voit en médecine et ailleurs. C'est-à-dire, la relation humaine et la prise en compte de cette relation humaine sera un luxe, un privilège auquel ne pourront pas avoir accès l'ensemble de la population. Et ça, c'est aussi une massification de l'évaluation. Une standardisation, c'est une espèce de massification pour aller vite, ce qui rejoint votre question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner de la valeur? Donner de la valeur suppose la prise en compte d'une relation concrète avec un élève singulier auquel on peut donner du temps. Or, tout est mis en place, sauf pour effectivement quelques privilégiés, tout est mis en place, si vous voulez, pour que l'enseignement de masse réponde à des scores abstraits, quantitatifs, à des procédures, tout ce que vous voulez, et plus du tout à la prise en considération de cette relation singulière, concrète et unique avec un élève ou avec un groupe d'élèves. Donc ça, c'est un point important. Dernière remarque, c'est vrai que le débat pour moi n'a pas tourné comme je pensais en fonction de la feuille de route que m'avait donnée Madame Lafourcade. Donc je ne savais pas que ça allait tourner comme ça, parce que là, je n'ai pas trop, si vous voulez, de compétences dans ce domaine, sauf quelques remarques comme ça que j'ai pu faire. Mais moi, j'étais là pour essayer de dire que ce que vous évoquez du côté, si vous voulez, des évaluations en primaire, je peux vous garantir, c'est au moins le témoignage que je peux apporter, je peux au moins servir à ça, n'est-ce pas, c'est de vous dire que c'est partout pareil. C'est-à-dire c'est une nouvelle forme d'évaluation qui insiste beaucoup sur l'aspect de l'acte technique, de l'acte comportemental, la tarification à l'activité à l'hôpital, la T2A, les impact facteurs des revues dans le domaine de la recherche, la logique d'audimat dans le journalisme, partout, vous avez en quelque sorte une valeur qui est réduite aux acquis de ce que peuvent donner des indicateurs quantitatifs et procéduraux. Et que, donc, moi j'avais conçu comme ça, mais ça n'a pas tourné comme ça, c'est pas grave, mais j'avais conçu un débat autour de l'évaluation là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble face aux différentes formes d'évaluation qui n'impactent pas que l'enseignement primaire, mais tous les niveaux d'enseignement. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux témoigner en tant qu'ancien directeur de la bonne recherche, ancien directeur de département universitaire et autres, que c'est un véritable massacre à la tronçonneuse, et en particulier dans certaines spécialités qui sont les sciences humaines et sociales, comme par hasard. Et on peut facilement liquider des sciences et sociales. D'ailleurs, le gouvernement japonais, il y a quelques mois, avait eu l'idée d'écrire au président de l'université pour demander de fermer les départements de sciences humaines et sociales parce qu'ils n'étaient pas utiles à l'industrie et au commerce. Donc vous voyez, il y a une philosophie. Comme disait Camus, derrière des méthodes, il y a toujours des métaphysiques. Donc pour moi j'étais un peu là-dessus, derrière les méthodes, les nouvelles méthodes d'évaluation, parce qu'on a toujours évalué, une fois, mais derrière les nouvelles méthodes d'évaluation, quelles sont les métaphysiques qui s'y cachent, et comment effectivement ensemble, mais c'est vrai, je peux vous le dire à la fin des appels, on a des journalistes, ils subissent la même chose. On a des médecins, des infirmiers, ils subissent la même chose. En gros, ces formes que vous évoquez, elles vont se développer dans le second degré, elles sont déjà présentes massivement dans le supérieur, et elles ne font que répondre, vous voyez, les nouvelles formes d'évaluation répondent à des nouvelles logiques de domination sociale. Et donc, c'est pas seulement, à mon avis, c'est déjà très important que ce soit qu'il y ait une lutte locale, mais
moi j'avais conçu un peu l'invitation que vous m'aviez lancée, un peu comme ça, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble par rapport à nous en tant que citoyens, où finalement notre capacité de penser, de décider, notre savoir-faire, notre savoir-être, se trouve confisqué par des machines, même si ces machines sont des machines immatérielles et numériques, c'est quand même des machines qui prescrivent en quelque sorte ce que nous avons à faire. Parce que d'une certaine façon, c'est bien beau, je veux dire, Stanislas Dehaene a joué un très joli coup de transformer l'ensemble des élèves en cobayes des laboratoires de psychologie cognitive et de neurosciences que j'ai connus. Vous voyez, mais qu'est-ce que ça apporte vous voyez, sauf à peut-être insidieusement aussi amener, d'abord, un bouquin qui s'appelle La fabrique des imposteurs, à amener en quelque sorte tous les gens qui sont évalués à trouver des stratégies pour répondre aux scores et aux normes, même en trichant. Les moteurs Volkswagen, vous voyez, en gros, ils répondent aux tests de pollution, même s'ils polluent toujours autant et sinon plus, ils répondent aux tests. Les élèves font la même chose, les étudiants font pareil, les enseignants-chercheurs que j'ai évalués font pareil, les laboratoires de recherche que j'ai évalués font pareil, ils s'adaptent en quelque sorte aux tests pour pouvoir survivre tout bêtement. Et donc, en gros, ça c'est catastrophique. C'est catastrophique aussi dans le domaine hospitalier, je vais vous en parler, dans le domaine médical. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en tant que c'est vraiment, si vous voulez, une menace sur la formation critique du citoyen et sa participation à l'espace public, que de réduire la pensée à n'être, entre guillemets, qu'un complexe computationnel. Deuxième atelier pour la prochaine. Mais moi j'avais cru que c'était celui-là. Oui, mais c'est ça. Non, c'est pas un problème, c'est pas grave. Je veux dire, j'ai eu l'impression que ça ne servait pas à grand chose parce qu'elle m'avait sollicité là-dessus. En gros, moi je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est ça, l'appel des appels, bon, c'est limité maintenant comme impact, même si au départ on a eu 90 000 signataires, s'il y avait beaucoup de mobilisation, mais c'était l'idée, attendez, qu'on soit directeur d'un laboratoire de recherche de chimie à Toulouse, comme on a un de nos secrétaires généraux adjoints de l'appel des appels, qui est à l'Académie des sciences et qui dirige un laboratoire de recherche, qu'on soit prof comme l'autre secrétaire général, qu'on soit prof de lettres au lycée de Rouen, qu'on soit psy ou qu'on soit médecin, etc. À l'heure actuelle, nous sommes impactés par une nouvelle vision du monde qui tend à être imposée par un certain nombre de procédures. Et donc c'est très difficile, c'est la mise en cause de ces procédures localement. À mon avis, c'est ça le problème. Voyez. C'est déjà un élément, je trouve que c'est quand même un élément de réponse sur que faire par la suite, c'est peut-être aussi ouvrir, pas au monde de l'enseignement, ouvrir à tous en fait ce qu'on est en train de faire là. De toute façon, les parents vous l'ont dit. Je veux dire, les parents, c'est leurs gamins. Ça veut dire, effectivement, ils répondent en fonction des informations qu'ils ont pour pouvoir apaiser leur conscience de parents en mettant les gamins dans la meilleure situation. Et s'il y a une externalisation des processus d'apprentissage qui passent par de nouvelles start-up répondant en quelque sorte aux critères prescrits de ce qu'est la valeur, ils le font pour ceux qui en ont les moyens. On rejoint la question de tout à l'heure. En conclusion, pour la rentrée, je pense que ce qu'il y a à retenir, entre guillemets, c'est, vous allez dire, c'est le collectif, c'est décider ensemble, mais aussi ouvrir en fait cette problématique aux citoyens en tant que général. Donc, comment faire pour ouvrir et ne pas rester auto-centré sur notre métier et sur nos élèves et que les parents d'élèves, mais ouvrir peut-être aux autres secteurs. Et quand on voit que nous, on a été dans la lutte toute l'année dernière, c'est que là, on commence nous aussi, vous avez parlé de faire des collectifs de CP-CE1, peut-être aussi faire des collectifs avec d'autres corps de métier. Nous, on essaye de faire ça sur Cergy, mettre le secteur hospitalier, mettre le droit aussi. Donc le droit, c'est très dur de mettre avec nous le droit, mais voilà. Et c'est peut-être ça aussi pour la rentrée, c'est peut-être d'ouvrir... c'est l'appel des appels. Hein. Voilà, l'appel des appels, c'est voilà, et d'être moins peut-être auto-centré, entre guillemets, et le collectif, et décider peut-être en collectif, moi, pour répondre à votre question, un enseignant qui décide de faire seul, de ne pas faire passer les évaluations, moi, personnellement, je ne m'y risquerais pas. D'être seul dans mon équipe, en fait, je pense, je sais pas. Mais nous, au collège, c'est comme disaient certaines personnes, de toute façon, on est complètement dépossédés du truc. C'est les principaux, moi, c'est la principale adjointe qui a fait passer tous
Et on n'a même pas. Moi, Vous n'avez même pas la main mise dessus, voilà, en fait. Je me suis dit, tiens, comment je vais m'y opposer? Je vais m'y opposer. Ah bah non, c'est fait. Ah, Voilà, j'avoue, là, pour le second degré, j'ai pas du tout de. Pour le premier degré, ça va être le collectif, le conseil des maîtres. Et pour le primaire, c'est pareil, parce que n'importe qui peut faire passer les évaluations avec le livret du maître. Si je peux me permettre, ça c'est très important parce que ça veut dire que ce qui est de l'ordre de la valeur est externalisé, extraite justement de la relation pédagogique, où là elle devrait prendre son sens. C'est une espèce d'ubérisation de l'ensemble des métiers. Alors, quand vous dites ouvrir, oui, moi je crois que c'est très important, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on conçoit les choses à l'appel des appels, de parler à partir de l'éthique de son métier. Donc c'est très important que vous puissiez en parler à partir justement de votre éthique à vous, de votre métier. Mais le local ne doit pas exclure le global. Et ce que je me permets de dire, parce que j'ai été un peu invité pour ça, c'est qu'en gros, votre lutte locale, je peux vous garantir qu'elle est globalisable parce que nous sommes tous impactés par ces nouvelles formes d'évaluation qui sont des dispositifs de servitude volontaire et de soumission sociale. C'est ça que ça veut dire. Parce que la valeur, comme vous avez dit, ça demande du temps, ça demande d'avoir une relation, vous avez employé le mot de relation, cette relation pédagogique, elle est détruite. Et elle ne fait pas partie, justement, des projets tels qu'ils ont été élaborés par M. Blanquer, inspirés ou cautionnés plutôt d'ailleurs, à mon avis, par le Conseil scientifique de l'Éducation nationale.